Je suis complètement fan. Très Bonjour fan à toutes musique. et à tous. Bonjour, On va, bonjour. on va laisser quand même deux Ouais, on minutes laisse le petit battement, le temps que en les attendant, gens est-ce que arrivent. tu as une histoire drôle à me raconter ou un truc comme ça? Non? J'en ai des histoires drôles, mais je peux pas les raconter en live. Genre une blague, tu vois? Si, j'ai une super. Non, j'ai trois super blagues. Tu vas me dire si tu les Vas-y. connais. La première, c'est deux grains de sable qui arrivent à la plage et il y en a un qui est à l'autre. Putain, c'est blindé aujourd'hui, viens, on s'en va. Ok, Pas là, mal. tu vois, j'ai fait un bid complet avec Léo sur ma blague. Pas mal, pas mal. J'ai une deuxième blague, Léo, c'est la fameuse très connue. C'est quoi un chou au milieu de l'océan? Vas-y. Bah, c'est un chou marin. Balèze. Et c'est quoi? Et il est fort. Et c'est quoi la dernière? Et c'est quoi un chou au milieu de l'océan entouré de plein d'abeilles? Tu pourrais faire un truc c'est encore avec les choux marins, je suis sûr, mais vas-y. Un chou marin ruche. Celle-là, Voilà, c'est elle est bon. très j'aime bien parce qu'elle est très lourde, tu sais? Elle est un peu comme un repas de Noël, tu vois? Genre elle est grasse, tu as enfin genre, tu qu'une envie, c'est arrêter de manger. Voilà, c'est les bonnes jokes à papa. On Bon, aime. là-dessus, si on n'a pas perdu la moitié des personnes qui étaient là, on va pouvoir commencer à y aller. Bon, je te laisse en faire une quand même avant de partir, parce que je veux pas partir sur un beat complet. Je crois que ma préf de tous les temps et qui a pas encore été détrônée, c'est l'histoire d'un homme qui rentre dans un café et plouf. Ok. Voilà, voilà! C'est sûr qu'on a perdu les dernières personnes qui étaient présentes. Mais non, Bon, mais allez. non. Bon, allez, feu, on est parti. Bonjour à toutes et à tous. Pour celles et ceux qui arrivent en retard, ben, vous n'êtes pas là, donc vous entendrez pas ce que je vais vous dire, mais sachez qu'on va l'envoyer à tout le monde, ce webinaire, pour que vous puissiez avoir le contenu qui va préparer 2024. On s'est dit avec Léo, quand on échangeait en off, on s'est dit qu'est-ce qu'on pourrait faire comme webinaire qui peut être sympa pour finir l'année. Puis on s'est dit, ben, on va débunker ce qui s'est passé en 2023 et on va surtout vous proposer les tendances du recrutement 2024. Et on va vous proposer un petit peu ce qu'on pense qu'il va faire l'année 2024. Léo, tu as un petit mot à dire avant qu'on enchaîne? Eh bah, c'est ce que je disais, tu vois, dans mon post de promo pour l'événement. Moi, souvent, les tendances, ce mot un peu m'y fait peur parce que justement, on met tout est derrière. Donc, je dirais que les non-tendances qu'on va débunker, pour moi, c'est justement, en gros, les fausses choses que les gens racontent, notamment sur LinkedIn tous les jours, et moi qui, des fois, me font rouspéter. Tu vu, je suis gentil dans mon mot, dans mon choix de mots. Et deuxième partie qu'on aura, justement, mais tu vas parler du programme, c'est plus des souhaits, des espérances, que des tendances. En tout cas, moi, je vais tout faire à mon niveau pour que ça se fasse, mais je pense que c'est dur à notre niveau de dire c'est quoi une tendance du recrutement. Genre, tu vois, début 2020, quelqu'un t'aurait demandé les tendances, personne n'aurait dit le télétravail pas à cause du Ouais, Covid. En fait, c'est vrai, il y a c'est vrai. tellement de choses qui se passent que tu sais jamais vraiment à quoi ça va ressembler. Mais c'est cool, en effet, de s'imaginer sur ce que ça pourrait être le plus probable, le plus réaliste et ce qu'on aimerait avoir. Donc, On on va va voir prendre ça notre ensemble. petite boule de cristal tous les deux. Je Bonjour à vois, tout je le monde, vois. à toutes celles et ceux qui arrivent. On voit vos messages, c'est cool. On vous répondra. N'hésitez pas à poser des questions ou à mettre des commentaires. L'objectif, c'est que ça soit, si vous en avez besoin, interactif et sinon, on enchaîne. Alors, notre programme, donc, c'est débunk des non-tendances du recrutement. On va vous sortir les 7 tendances. On va essayer de sortir notre boule de cristal pour les 7 tendances 2024. Et comment s'y préparer, c'est tout ce qu'on va essayer de vous expliquer dans ce webinaire. Alors, on va essayer de faire vite parce qu'on s'est dit avec Léo qu'on n'aime pas les webinaires qui sont trop longs, trop lents et tout. Donc, on va essayer de faire vite. On va essayer d'être dynamique. En gros, sachez que j'ai mon petit chronomètre qui est là. Donc, on va passer les slides assez rapidement. L'objectif, c'est que ça fasse une demi-heure de webinaire actif, dynamique, et on enchaîne. Alors, pour celles et ceux qui ne nous connaissent pas encore, moi, je vais me présenter, je vais laisser la main à Léo juste derrière. Moi, je suis Nicolas Pazetti, je pilote une entreprise qui s'appelle Hawk, qui développe un logiciel SaaS de mobilité interne et de gestion des compétences simplifié par l'intelligence artificielle. Et en ce moment, on est en pleine pré-commercialisation et en plein développement du produit. Et Léo, je te laisse partir et te présenter. Yes, merci Nicolas. Donc moi c'est Léo. Aujourd'hui j'ai créé Blendy au début 2022 et nous ce qu'on fait, on forme les gens au recrutement. Donc pourquoi je dis les gens, les personnes, on forme à la fois des dirigeants, des dirigeantes, des managers, des recruteurs, recruteuses RH, tous les gens qui sont amenés à recruter. Et le but c'est de les aider à passer au niveau supérieur sur tous les domaines que compose le recrutement, qui comme tu le sais est un métier en plein changement et avec plein de nouvelles compétences. En pleine évolution de ouf, parce que moi j'ai commencé, je sais pas quand est-ce que tu as commencé Léo, mais moi j'ai commencé il y a à peu près 16 ans dans le milieu des RH, et Mm, mm. sincèrement, ça n'avait rien à voir avec ce qui existe aujourd'hui, hein. C'était complètement ouf.
Grave. Ça évolue très vite et tous les ans quasiment tu as des choses qui se passent et en même temps il y a des choses qui restent les mêmes, tu vois? C'est un peu le paradoxe, d'où les non-tendances. C'est que typiquement tu as des choses, on te dit depuis 10 ans, je sais pas, le recrutement doit être plus stratégique, bah, il est toujours pas, c'est pas grave, mais on se bat pour qu'il le soit au quotidien et c'est cool du coup de parler justement de ces non-tendances pour ça. Le fameux truc, moi j'ai commencé à bosser au Figaro il y a plus de 15 ans maintenant. On vendait du cadre emploi, du cadre job, des trucs comme ça. Et Mmh. déjà à l'époque, on nous disait les job boards vont disparaître. 15 ans Mmh. plus tard, les job boards n'ont toujours pas disparu, tu vois. Et de Donc, ouf. et ils sont toujours bien présents. Allez, on est parti. C'est parti. Alors, pour la première non-tendance qu'on va débunker, c'est le fait que l'IA va pas tout de suite nous remplacer. Alors, on entend souvent parler depuis tout ce début d'année, parce que l'arrivée de ChatGPT et des IA Mmh mh. génératives, notamment, depuis plus d'un an, ont vraiment poussé à une certaine crainte de la part des RH, comme quoi leur job va disparaître. Parce qu'on sait que c'est cette fameuse stat qui dit qu'en 2030, 85% des jobs n'existeront plus, actuels n'existeront plus, 85% des jobs de 2030 n'existent pas encore, pousse les gens à se dire, bah tiens, mon job va disparaître. Mais non, pas du tout. En gros, l'IA, faut vraiment le prendre comme un outil qui va pouvoir exhauster, au contraire, la fonction RH. On en a parlé dans un de tes podcasts, Léo, mais pour moi, c'est vraiment ça. Hein. C'est vraiment l'outil phare pour faire en sorte que le RH fasse exactement ce pourquoi en fait il est dans l'entreprise, et ce pourquoi il est là, c'est remettre l'humain au centre. Contrairement à tout ce qu'on peut penser, l'intelligence artificielle, c'est vraiment quelque chose qui va nous aider à exhauster de la donnée, à analyser de la donnée, à pouvoir la gérer, à pouvoir la travailler et à pouvoir faire en sorte de mettre en place des actions qui sont à forte valeur ajoutée pour les RH. Donc pour moi, c'est vraiment quelque chose qui va certes changer le métier du recruteur, c'est une certitude, hein, ça va changer le métier du recruteur, ça l'a déjà changé en 2023 parce que Mmh mh. GPT a changé beaucoup de contenu, enfin de travail que le recruteur pouvait faire au quotidien. Donc ça va continuer de contribuer à le changer, mais ça va absolument pas le remplacer. 100. En plus, ce que tu dis, je rajouterais, 3 choses. La première, en gros, le problème, c'est que c'est pas si tu t'es pas formé bien en recrutement et qu'en tout cas, tu as pas les bases, si tu IAises ton quotidien, en fait, ça sert pas à grand chose. C'est pas un raccourci, c'est pas un truc, un magique, un Kinder Surprise. Il faut d'abord maîtriser, les bases avant d'utiliser l'IA pour aller plus vite, justement, à utiliser tout ça. 2e chose, c'est qu'il y a pas que GPT. C'est vrai qu'on parle que de cet outil-là, quand on parle d'IA, mais ça fait que partie de tous les outils qui existent. Les concurrents sont en train de se battre, pour faire mieux, justement, que ChatGPT. Ça se trouve, dans 6 mois, il y aura plus personne utilisera ça et ce sera celle de Google qui sera utilisée ou ça sera du coup Claude qui sera utilisé. En fait, il y a tellement d'outils aujourd'hui que du coup, on ne sait pas vraiment lequel gagnera la course. On est au tout début en fait de la guerre à l'IA, donc faire attention à ça et à pas être dépendant d'un outil. Et troisième chose, c'est justement faire attention je dirais aux faux experts et aux fausses formations à l'IA spécifiques à ça. Tu as beaucoup de gens, tu vois, qui te disent, oh là là, attention, vous allez disparaître si vous ne vous formez pas. Mmh. Ensuite, te vendre un truc genre à 200 balles, ta formation à l'IA, recrutement, c'est un peu, il y a plein de gens un peu fourbes sur tous les réseaux et c'est normal. Mais sur celui-ci, sur l'IA, vu que c'est une tendance justement qui porte bien son nom, les gens se disent mince, si je le rate, je serai plus tendance et je serai mauvais en recrutement. C'est pas vrai, c'est pas grave de pas faire de l'IA aujourd'hui. Si on n'utilise pas l'IA dans son quotidien, c'est pas un problème encore en 2023. C'est pas aussi devenu si prépondérant pour empêcher de travailler comme il faut. Non, par contre, il faut s'y intéresser. C'est ça qui est Exactement. primordial, s'y intéresser, tu vois, parce que c'est ce qu'on voit dans la stat qu'on met là. C'est le 5% des leaders RH qui l'utilisent au quotidien. C'est-à-dire que c'est très, très faible. Alors, ça ne veut pas dire comme Léo le dit, c'est exactement ça. C'est pas parce qu'on n'y est pas qu'on est complètement à la bourre, mais il faut s'y intéresser parce que c'est certain que ça vous aidera dans votre quotidien. On passe à la prochaine, Léo. Yes, allons-y. Vas-y, c'est à toi. Du coup, là, tu vois, moi, j'ai un peu, alors je suis le premier à utiliser des fois des mots, sur LinkedIn, où les gens te disent, «Ah, pas d'anglicisme», genre inbound, outbound et cetera, mais on en parle de ça juste après. Moi, en fait, j'ai un peu du mal avec les gens qui ont des solutions miracles. C'est pas parce que quelque chose, en effet, est nouveau et c'est comme l'IA que ça marche. Typiquement, le marketing, marche très bien en recrutement. Tu vois de plus en plus de belles pages carrières, des gens qui font des beaux posts LinkedIn sur leur vie, en mode: «Regardez, je suis trop heureux, trop épanoui d'être ici ou là» et du coup, c'est pour ça que pour moi, c'est une non tendance. En fait, il y a pas de solution magique en recrutement. Il y en a aucune. Et toute personne qui te dit que fais ça et tu seras meilleur en recrutement, c'est faux. La seule manière de progresser pour moi, c'est vraiment d'avoir une approche holistique parce que le recrutement est en train de devenir holistique et donc soit on essaie de l'être et justement, comme tu dis, on est curieux sur plein de sujets, soit du coup on est là en mode mince, je vais être perdu. Et donc tous les gens qui te vendent du rêve en te disant qu'un mot magique comme le growth, l'inbound, le marketing, l'outbound, ce que tu veux, va t'aider juste ça à devenir génial en recrutement, pour moi en fait c'est mentir si du coup dans ta réalité après derrière c'est pas le cas. Il y a des gens qui s'en servent comme d'une approche marque entre guillemets. Par exemple, tu vois, ils vont dire ils font l'inbound quelque chose et après ils vont avoir une vraie formation derrière. Mais il y a beaucoup de gens qui vendent du rêve en utilisant des mots magiques pour te faire croire que c'est ça qui va révolutionner le tout.
Et on est complètement d'accord. Et surtout, tu vois, c'est ce qu'on met en place là, et c'est la stat qu'on prend. Seuls 6% des collaborateurs en France sont engagés. C'est un truc qui montre bien qu'en fait, c'est pas du tout une solution magique. C'est une petite voie pour arriver à la solution magique globale dont tu parles, qui est holistique complètement. Et donc, du coup, c'est le fait de se dire, OK, bah, je vais utiliser tel outil, tel outil, tel outil, tel outil, mais je veux aussi travailler en interne ma politique RH, mon équilibre vie pro-vie perso, ma considération collaborateur, ainsi de suite. Mais je veux aussi travailler mon offboarding pour faire en sorte que les collaborateurs, quand ils s'en vont, bah, aient une bonne image de la structure et donnent une bonne image de la structure. Mais je vais aussi travailler mon expérience candidat, mais je vais aussi travailler. Il faut tout bosser d'une manière relativement générale. Et c'est pour ça que moi, je reviens sur un point, sur un mot que tu as dit aussi à un moment donné. C'est que pour moi, la plus grande qualité d'un RH, et même de manière un petit peu plus générale, la plus grande qualité d'un collaborateur, c'est la curiosité. Soyez curieux, essayez de vous intéresser à plein de trucs différents. Et par contre, focussez-vous sur ce dont vous dites, bah, tiens, ça, j'aimerais bien le bosser, ça, j'aimerais bien avancer sur ce sujet-là, parce que ça me parle. 100%. Et donc, pour faire la suite de notre petit debunk, l'inbound ne supplantera pas l'outbound, et inversement. Mais ça va exactement dans le sens de ce qu'on vient de dire. C'est-à-dire qu'on sait que l'inbound est de plus en plus poussé. On connaît très bien tous les deux Charlène Emery qui développe son côté inbound, son employé de vocacy, qui est en train de prendre une dimension beaucoup plus importante aujourd'hui. Et c'est une très bonne chose, parce que clairement, le fait de montrer que les collaborateurs sont investis dans l'entreprise, ça joue énormément sur l'aspect vraiment attractivité et surtout séduction finale du potentiel candidat. Donc l'inbound est ultra important aujourd'hui, mais ça supplantera jamais l'outbound, parce que de toute façon, si jamais vous avez un bon inbound, dans tous les cas, pour pouvoir avoir une vue plus globale et pour pouvoir avoir une approche plus globale d'un ensemble de collaborateurs, de candidats potentiels, il faudra que vous fassiez l'outbound pour pouvoir être plus visible. Et donc, du coup, les deux s'imbriquent clairement ensemble, mais l'un ne peut clairement pas matcher sans l'autre. 100%. Et du coup, là-dessus aussi, un rappel peut-être pour les gens qui n'ont pas en tête les définitions et le mot de inbound et C'est vrai que j'ai outbound. pas fait Du coup, les définitions, c'est vrai. T'inquiète, c'est du coup des concepts tirés du marketing. Donc, l'inbound, c'est tout ce qui fait que les candidats viennent à nous. Donc, ça va être la marque employeur, ça va être les annonces, ça va être la marque personnelle. Donc, comment est-ce qu'on communique sur LinkedIn? Là où, du coup, l'outbound, c'est là où on va chercher les personnes. Donc, souvent, on parle de sourcing, on parle d'outreach aussi, des fois, en termes. C'est la chasse, tout simplement. Et du coup, en effet, comme tu l'as dit, les deux politiques sont liées. Et donc, typiquement, il y a des jobs sur lesquels l'inbound ne marche pas. Il y en a sur lesquels l'outbound ne marche pas. Il n'y a pas une solution qui fonctionne. Et du coup, souvent, moi, je viens en formation, les gens me disent, mais du coup, je choisis quoi? En fait, je peux pas te dire parce que ça dépend de ta boîte, de ton marché, de ton budget, des compétences de tes recruteurs et recruteuses, etc., etc. En fait, il y a plein de choses différentes qui font qu'il n'y a pas une seule stratégie qui fonctionne. Sur chaque job, sur chaque entreprise, il y aura des mix, entre guillemets, qui vont fonctionner. C'est pour ça que du coup, pour moi, c'est pas une tendance, le fait que l'un remplacera l'autre, parce qu'en fait, ça dépend, encore une fois, de ta stratégie de recrutement. Et donc, on appelle ça souvent le recruiting mix, donc le mix recrutement, où du coup, tu vas choisir un peu de cooptation, un peu d'inbound, un peu d'annonce, un peu de cabinet de chasse. Et du coup, chaque boîte aura sa propre stratégie, son propre mix. Et c'est là où du coup, c'est intéressant aujourd'hui le recrutement, parce que tu n'as pas une seule boîte qui recrute de la même manière. C'est ce qui rend le truc passionnant. On est bien d'accord, c'est bien passionnant. Et pour répondre à Alexandre, oui, curiosité et proximité, le duo magique des RH, bien évidemment, bien évidemment. La curiosité avant toute chose, parce que c'est ce qui fait l'essence en fait d'un bon RH aujourd'hui, c'est le fait qu'il pourra justement être curieux de tout ce qui se passe et curieux aussi des candidats qu'il a en face de lui. Et la proximité, bien évidemment, parce que c'est ce que les candidats attendent énormément aujourd'hui. Gen Z, c'est du bullshit, ça c'est pour toi, Léo. Oui, alors c'est marrant parce que du coup, alors je précise que les slides ont été faits du coup par l'équipe de Hawk. Alors, ils ont fait ça de manière vraiment géniale, donc bravo à Elisa et bravo à Fanny d'avoir fait ça. Mais du coup, ils m'ont quoté. Je me serais pas fait ma propre citation. Mais du coup, typiquement, pour moi, c'est un des sujets qui m'énerve le plus où, pareil, on a des consultants, consultantes qui vont te vendre du rêve en te disant: «Préparez-vous, la génération Z va changer le monde du travail» et maintenant la mode, c'est la génération alpha. Tu sais, genre, c'est la génération qui arrive après la génération Z. Genre, ils sont bébés, ils ont genre aujourd'hui 6 ans et on te dit que c'est eux qui vont changer le monde. Et eux, Bref, ils vont foutre un bordel, mais ouais. innommable dans le monde des Et RH, parce après, que tu auras vu la ce que c'est encore bêta. aujourd'hui, quand ils vont arriver, ça va être un enfer. Mais du coup, pour moi, c'est là, en fait, tout ça, c'est un peu, du coup, bullshit, c'est le mot, parce que il y a tout et n'importe quoi. Certes, chaque génération amène son lot de nouveautés, mais du coup, c'est la phrase qui est là illustre ça. En fait, c'est pas la génération qui change les choses, c'est parce que le monde actuel est en train de bouger, et donc du coup, les gens, en fait, sont plus ou moins rapides à s'en saisir. Et typiquement, souvent, plus t'es jeune, plus t'es agile, plus t'es rapide. Donc, ça va être les premiers à se saisir des réseaux sociaux, par exemple. Tu vois, genre, si tu veux un décalage, la génération boomers, ils vont être sur Facebook, Instagram, ça va être plutôt pour les générations Y, et les Z sont sur TikTok. Si
si je schématise grossièrement. Mais du coup, c'est pas parce que tu as une génération Z qui soi-disant est nouvelle, soi-disant machin, qu'il faut changer tout ce qu'on fait dans sa boîte. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde veut la même chose, rapport à l'environnement, quête de sens, équilibre vie pro, vie perso, être bien payé pour pouvoir contracter un prêt immobilier, par exemple, alors aujourd'hui, personne ne peut acheter en France quasiment. Du coup, c'est ce genre de sujet, et ça, c'est transgénérationnel. Et toutes les études te montrent qu'en fait, quand tu fais des méta-analyses, donc des analyses d'analyse, il n'y a rien qui prouve que la génération Z a une vraie différence par rapport à d'autres. Les seules études qui te montrent des différences, c'est des études qui sont payées par des boîtes qui après vont former à la génération. Donc c'est assez subjectif comme sujet. Et pour moi, c'est vraiment un sujet où il y a vraiment à boire et à manger et qui devrait être évité le plus possible. Et moi, il y a deux choses en fait que je rajouterais à ça. La première, c'est que clairement, les évolutions qui sont quand même amenées de manière plus rapide par les générations Z sont des bonnes évolutions. Il faut arrêter de dire c'est pas bien, ils sont pas bien, ils veulent plus bosser, ils veulent. Non, mais c'est juste top d'avoir une génération qui pousse et qui fait vraiment en sorte de choisir ses jobs en fonction de son ADN, de ses envies et de ce qu'ils peuvent faire. Ça fait évoluer les choses, ça fait évoluer les entreprises parce que ça les fait évoluer plus vite que prévu et ça fait évoluer le monde du travail, le paradigme général en fait de la recherche d'emploi et du travail. Et je trouve ça juste génial en fait parce que du coup, ça pousse et ça accélère complètement les choses. Et le deuxième point, c'est que le fameux génération Z, c'est des feignants, c'était mieux avant, ben, il a toujours existé. De toute façon, c'est pas dur, il a toujours existé. Si tu reprends dans l'histoire, moi j'aime bien l'histoire, à l'époque de 36, quand, dans les années 30, à l'époque du Front populaire et compagnie, quand les congés payés sont arrivés, je peux t'assurer que les vieux étaient là en mode mais c'était mieux avant de la même manière. Et que après, quand est arrivée la 5e semaine de congés payés, ben c'est pareil, c'était mieux avant, et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Et tout le monde en fait dit c'était mieux avant par rapport à des évolutions qui sont des évolutions qui sont pourtant sociétales et qui apportent pourtant bien plus enfin, un côté beaucoup plus intéressant et beaucoup plus vivable en fait au travail en lui-même. Et c'est ce qu'on recherche aujourd'hui, et ce que les jeunes générations cherchent aujourd'hui. Elles cherchent simplement un job dans lequel elles peuvent se sentir bien, dans lequel elles peuvent rester. C'est quand même pas beaucoup demandé, quoi. Je trouve que c'est plutôt le sens de l'histoire que d'amener à ça. Donc clairement, pour moi, ce sont des bonnes évolutions. Si tu aimes l'histoire, j'ai une citation qui va te faire plaisir, que j'ai retrouvée avant qu'on passe à cette tendance-là. C'est du coup Aristote qui disait, Aristote c'est quand même pas jeune, hein, c'est 322 avant Jésus-Christ, et à l'époque on lui attribue en tout cas cette phrase où il disait: «Nos jeunes aiment le luxe, ont de mauvaises manières, se moquent de l'autorité et n'ont aucun respect pour l'âge». Donc en fait, il y a 2300 ans, il y avait déjà ce conflit générationnel. C'était mieux avant, mais on est bien d'accord. Après, il y avait aussi des grosses évolutions à l'époque, hein, clairement. Sur cette slide-là, en fait, on parle que le cerveau pensera malheureusement toujours au masculin. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Alors moi, je vais juste te donner mon sentiment sur le sujet et après tu donneras ton avis, Léo. Moi, j'ai un peu l'impression de vivre dans deux mondes parallèles, clairement. Hein. Et je te dis, le post qu'a fait Maud aujourd'hui sur les LGBT, tu vois, me fait encore plus penser qu'on vit dans deux mondes parallèles. C'est que moi, je vis dans le monde dans lequel je suis, dans lequel on a nos entreprises, ainsi de suite, où j'ai l'impression réellement qu'il y a une vraie parité, une vraie diversité, que c'est des questions en fait qu'on se pose pas, parce que c'est des questions qui me viendraient absolument pas à l'esprit, mais vraiment ça me viendrait pas à l'esprit, hein, de faire des différences entre tel ou tel salarié pour telle ou telle raison. Franchement, ça ne me viendrait jamais à l'esprit. Et de l'autre côté, le monde en fait des chiffres et des études qui montrent tout ce qu'on a aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a seulement 3 femmes qui sont dirigeantes du CAC 40. Aujourd'hui, il y a toujours un vrai manque de diversité. Il y a toujours énormément de discrimination, ainsi de suite. Et j'ai vraiment l'impression de vivre dans deux mondes parallèles et je ne sais pas comment faire. Je ne sais pas vraiment comment faire parce que du coup, nous, on avance. Et comme on n'a pas l'impression que le monde est vraiment différent de l'autre côté, on ne force pas forcément les choses et on ne communique pas forcément tant que ça sur ces différences-là. Donc, j'ai un petit peu de mal, enfin c'est pas que j'ai du mal, c'est que je sais pas comment prendre en fait cette notion-là, je sais pas comment avancer. Je viens de mettre dans le chat le commentaire du coup du livre qui m'a inspiré ce petit titre là, chapeau pour le 5. C'est du coup un livre qui s'appelle Le cerveau pense-t-il au masculin. Et justement, pour rejoindre ce que tu dis là, en fait, le problème majeur, ce qu'il évoque dans le livre, c'est que en fait, quand tu mets par exemple un mot masculin dans une annonce, donc parce qu'on parle quand même de recrutement, donc si tu mets, je sais pas, recruteur, si tu mets directeur, etc., en fait, le cerveau est incapable de penser une femme à travers un mot masculin. Et souvent, tu as des boîtes qui vont mettre, je sais pas, genre directeur commercial, entre parenthèses, HF. En fait, dans l'imaginaire de
ton cerveau, que tu sois homme ou femme, tu n'arrives pas à t'imaginer une femme quand tu vois un mot masculin. Du coup, c'est des chercheurs qui en linguistique et en psychologie qui sont combinés pour faire ce livre-là. Donc, je vous ai mis la référence dans le chat. Et en fait, si tu veux, moi, c'est ce qui me fait dire qu'en fait, au final, plein de boîtes ont envie de faire des efforts, comme tu dis, mais ne savent pas comment, par où commencer. Et je pense que c'est un vrai sujet et en même temps qui ne sera pas traité dans les prochaines années. Comme tu dis, ce monde parallèle, je rejoins à 100%, donc rien à rajouter là-dessus. Tu as vraiment ces deux mondes qui s'opposent entre ce qu'on dit sur LinkedIn pour faire joli et pour se faire mousser, et la vraie vie où tu as encore des remarques sexistes, des comportements sexistes, du harcèlement, etc. en entreprise. Et si c'était encore que le seul sujet de diversité et inclusion qui posait problème, ce serait encore OK dans l'absolu. Mais en fait, c'est tout. Donc, c'est juste qu'une petite partie. C'est l'arbre qui cache la forêt, comme on dit. Et j'espère que ça changera en 2024. Je rêve de ça, je te jure, je rêve de ça. Sur tous ces sujets-là, moi, pour avoir bossé pendant pas mal de temps avec la GFIP sur le côté inclusion des personnes Ouais. en situation de handicap, je rêve en fait du jour où on parlera plus de ça, quoi, parce que ça me semble tellement logique que voilà. Et je pense quand même que les générations qui arrivent, j'espère, sont tellement déformatées en fait par rapport De à ce ouf. qui s'est passé auparavant que justement on n'aura plus cette discussion dans quelques temps. On est parti pour les tendances. Bon, on a été un Allez. peu plus long que prévu, mais bon, c'est pas grave. C'était ce qu'on pouvait imaginer, donc on avance sur les tendances. Je te laisse commencer. Hop, les managers seront Yes, formés tendance au numéro recrutement. 1. Ça, c'est une grosse tendance. Hein. Je pense que oui. En fait, c'est un truc. Enfin, du coup, moi, j'ai la chance de parler à aller entre 10 et 20 potentiels prospects par semaine. Et il y a encore, je dirais, en 2022, c'était vraiment un non-sujet. On formait des gens au recrutement, donc des recruteurs, des recruteuses et des RH. Et depuis cette année, il y a une sorte de tendance grimpante qui est du coup les gens qui disent il faut que mes managers soient formés. En fait, ils comprennent que les entreprises comprennent que c'est pas que les équipes recrutement et RH qui vont faire le boulot, et que si tes managers derrière ils te pourrissent ton process, ça marche pas. Et il y a une autre tendance en parallèle de ça, mais qui n'en est pas vraiment une, c'est que aujourd'hui en France, c'est pas les recruteurs et les recruteuses et les RH qui recrutent, c'est des dirigeants et dirigeantes qui n'ont pas d'équipe RH encore et qui font ça du coup à l'arrache. Donc quand je dis manager, je mets aussi derrière ce mot-là les gens qui dirigent des boîtes, qui ont créé des boîtes, dirigeants de PME, les plus grands abandonnés malheureusement aujourd'hui en France, tu vois, on parle pas de ces personnes-là qui font aussi la compta eux-mêmes souvent, font aussi le marketing eux-mêmes, font aussi 12 000 jobs, mais tu as créé des boîtes, donc je pense que c'est pas nouveau pour toi. Mais on a ces personnes-là qui ne savent pas faire. Et donc, de plus en plus, on nous demande, nous, de former du coup des managers et de former les deux en parallèle. Donc, de former les recruteurs et recruteuses sur vraiment tout le recrutement et former les managers sur vraiment la base. Et du coup, en mettant les deux en même temps, pour moi, tu as la perfection. Et du coup, là, c'est un client qu'on est en train de signer qui nous a demandé de tout faire. Donc, former tout le monde, tous les managers et tous les équipes recrutement. Et donc, une fois qu'ils auront ça, en fait, ils auront les mêmes mots, ils auront les mêmes techniques, ils auront les mêmes bases, ils auront compris la même chose. Et en théorie, ça marchera bien. C'est exactement ce que dit Mélanie. Hein, ça facilite grandement la vie des Ouais, de recruteurs. ouf. Ben oui, grave. Parce que combien de fois on entend en fait des recruteurs qui galèrent à recruter et qui derrière en fait pour lesquels le process est limité ou annulé par un manager qui n'a pas forcément compris, C'est ça. qui n'a pas donné les bons termes, qui n'a pas finalement bien défini la fiche de poste, ou ça va pas aussi ou ça. Et ça faciliterait pourquoi? Parce qu'on a aussi tendance à dire, faisons du recrutement collaboratif. Et c'est vrai que c'est une super bonne chose. Je suis complètement d'accord. Le recrutement collaboratif, c'est juste ce qu'il faut faire. C'est-à-dire faire en sorte que les équipes, les managers puissent contribuer à recruter les collaborateurs qui vont venir. C'est normal. Il ne faut pas que les RH fonctionnent tout seuls. Et pour que ça soit 100%. collaboratif, il faut qu'il y ait un minimum de formation. Tu l'as dit à juste titre. Et je rebondis sur ce que tu disais au départ, sur le fait que la majeure partie des personnes qui recrutent sont des dirigeants qui ne savent pas faire et ainsi de suite. C'est une réalité. Et moi-même, je l'ai vécu parce que pourtant, tu vois, ça fait une éternité. Enfin, ça fait plus de 15 ans, je te disais que je bosse dans les RH. Et je te jure, on n'a jamais fait d'aussi bon recrutement que depuis que j'ai recruté une RH pour pouvoir faire ça. Et ça change complètement la donne. Et pourtant, j'avais l'impression en fait de savoir faire. C'est un peu ça le problème, c'est qu'on a toujours l'impression de savoir faire, parce qu'on a l'impression que le recrutement c'est simple, mais en fait le recrutement c'est pas simple, c'est un métier. Et donc le fait de former et que cette tendance soit vraiment là, franchement, je pense que ça va vraiment changer les choses et ça va vraiment faire évoluer. 100%. Les outils marketing sales seront enfin utilisés en recrutement. Alors ça, c'est une tendance qui est déjà en cours depuis quelques temps, il faut être honnête, parce qu'on en a parlé, le gros est là, on avance sur plein de sujets, mais ça devient de plus en plus. Je pense que pour moi, la plus grosse tendance, en fait, c'est le fait de pouvoir se dire qu'on a un petit peu désacralisé le terme candidat et on a compris que le candidat était un potentiel client.
Et du coup, ça veut dire que on peut, de ce fait, adapter des outils marketing et sales en fait à cette recherche qui va être le recrutement en Mmh. tant que tel. Et c'est pas une mauvaise chose, c'est pas un mauvais terme que dire que le candidat est un potentiel client. Au final, un recruteur, qu'est-ce qu'il a à faire? Eh ben, il a une offre d'emploi à vendre, il a une entreprise à vendre pour pouvoir attirer du candidat. C'est exactement le même principe que ce qu'une entreprise fait avec un client lambda. Donc au final, on fait les mêmes choses, c'est juste qu'on change les termes, on change les messages. C'est exactement le même principe que dans la marque employeur. Quand on travaille la marque employeur, on travaille la marque employeur, donc c'est-à-dire qu'on travaille la marque de l'entreprise en mettant Bien des sûr. messages qui sont un peu plus axés sur le côté humain, sur le côté recrutement et sur le côté RH, mais la finalité est la même. Donc, le fait de comprendre ça, pour moi, le fait de désacraliser ça, ce qui est vraiment en train de rentrer dans les mœurs, ça va nous permettre de franchir un step énorme dans le côté utilisation d'outils marketing sales qui vont potentiellement aider énormément les recruteurs. 100 d'accord et tu vois, là-dessus, tu disais que c'était en effet pas forcément une tendance. Je suis d'accord, il y a ma première conférence, que j'ai donnée sur le recrutement, c'était il y a 5 ans et du coup, à l'époque, le titre de ma conférence, du coup, enfin, une sous-partie, c'était, «Traitez vos candidats comme vos clients, ils vous le rendront» et du coup, tu vois, genre, j'expliquais à l'époque que tu pouvais appliquer le funnel AR du gross marketing, du gros hacking, tu peux appliquer ça au recrutement et tu vois, genre, à l'époque, c'était là, genre: «Mais c'est trop bizarre, pourquoi tu ferais ça?» Aujourd'hui, genre, tout le monde en parle et du coup, je trouve ça rigolo parce qu'en effet, ça prend du temps, des fois, à ce que les gens comprennent alors que mais c'est normal parce que ça paraît bizarre d'utiliser des choses qui sont pas dans notre métier initial. Et souvent, le recrutement a été un peu rabaissé, slash encadré par les RH. Aujourd'hui, il s'épanouit, tu vois, genre, t'as les pétales de la fleur recrutement qui poussent. Et donc, en effet, une des pétales, c'est marketing, une autre, c'est sales, une autre, c'est data. Et donc, on peut le faire et même, je dirais, aujourd'hui, on doit le faire. Et donc, typiquement, au lieu de payer très cher pour du LinkedIn recruteur par exemple, alors que c'est pas forcément un besoin de la boîte. Des fois c'est un besoin et on est sur LinkedIn donc tu vois genre je vais pas dire. Des fois c'est un besoin et des fois c'est hyper utile, mais dans pas mal de cas en fait ça sert à rien d'aller payer le forfait le plus cher si tu peux avoir des outils sales et marketing qui font mieux pour moins cher. Et donc du coup après tu fais une sorte de stack technique comme les recruteurs enfin les développeurs et développeuses ont des stacks techniques, tu fais pareil en recrutement et les outils sales et marketing aujourd'hui sont clairement super adaptés pour le recrutement. Faut pas le dire trop fort parce que sinon on va se faire couper d'un coup, hein. De ouf. Alors, attention, Ce c'est le live truc a que été quand tu dis. interrompu par les équipes techniques de LinkedIn. Non, mais en vrai, c'est super utile LinkedIn, mais pas forcément le truc le plus cher, quoi. C'est toujours ça le truc. C'est pas On est parce que c'est plus cher d'accord. que c'est mieux. On est d'accord. Je vais te laisser commencer sur celle-ci parce que c'est quand même ton domaine. Oui, alors ça, c'est pour le coup, c'est pas une tendance, c'est un rêve. J'en parlais le jour avec je sais plus qui, mais tu vois, genre, moi, il y a 2 ans, quand du coup, on a créé Blendy avec Eldiz, en fait, à l'époque, il y avait que LEDR qui formait au Mmh, recrutement. c'est vrai. Aujourd'hui, tu dois avoir, je pense, allez, une vingtaine d'entreprises slash personnes qui font ça. Donc c'est devenu ça montre que c'est un besoin. Et donc moi, le rêve, c'est qu'en fait, les gens que j'ai en face de moi qui, dans des premiers appels avec du coup, des DRH et autres, te disent pas bah, pourquoi je devrais me former, qu'est-ce que je devrais apprendre, mais en gros, pourquoi choisir Blendy et pas un concurrent, Mmh, mmh, grosso mmh. modo. C'est le rêve ultime, tu vois. Parce que ça voudrait dire que les gens ont compris qu'il faut se former, mais du coup, ils passent en se disant, bah en fait, oui, j'ai compris ça, mais maintenant, il faut que je choisisse le prestat qui me correspond. Et aujourd'hui, il y a de quoi faire. Tu as des gens qui sont spécialisés en inbound, tu parlais de Charlène tout à l'heure, tu vois, sur le côté employé ambassadeur. Tu as des gens qui vont être spécialisés en sourcing IT, avec Hélène, qui est basée à Lyon aussi d'ailleurs, Lyon, ville de recrutement. Tu as des gens qui forment sur des sujets généralistes, comme LEDR et nous, par exemple, chez Blendy. En fait, tu as vraiment autant de formations que de besoins spécifiques que tu vas avoir. En revanche, ce qui va être compliqué, c'est est-ce que c'est solide, est-ce que c'est de la qualité, qui y a derrière, comment, pourquoi. Et ça, malheureusement, il n'y a pas d'organisme de contrôle ou quoi que ce soit, parce que tu as à boire et à manger. Mais au global, c'est là que moi, ce que j'aime bien, c'est que tu peux choisir ce qui te correspond le plus en termes du coup de formation aujourd'hui. Et donc, le rêve, c'est que les gens passent de pourquoi me former avec tous les contre-arguments à au fait, ok, j'ai compris qu'il fallait que je me forme, avec qui je dois choisir. Je pense que c'est vraiment une vraie tendance. Tu dis que c'est un rêve, mais en fait, c'est une vraie tendance qui est en cours en 2023 et qui, à mon avis, va exploser en 2024. Alors, c'est aussi un petit peu dû à tous ces nouveaux outils qui arrivent et donc, du coup, sur lesquels les RH se disent comment je vais faire, ainsi de suite. Mais ça leur fait se poser d'autres questions. C'est-à-dire qu'au départ, ils viennent sur le côté, tiens, comment je vais faire pour pouvoir m'attacher, en fait, pour pouvoir me servir de ces outils, pour pouvoir me servir de l'IA, pour pouvoir me servir de GPT, pour pouvoir justement essayer de passer outre du LinkedIn recruteur qui coûte une tonne et donc passer sur du SalesNav, plus autre chose, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, tu vois, c'est vraiment, ça part, je pense, dans cet axe-là. Et quand ils sont rentrés un petit peu sur ce chemin, là, ils se rendent compte que, ah, mais tiens, il y a de l'employé de vocacy, comment on va pouvoir la bosser C'est correctement? ça. Ah ben tiens, on me parle d'expérience candidat. C'est quelque chose que je fais déjà réellement, mais comment je pourrais l'améliorer? Ah ben tiens, on parle d'XP collaborateur. Tu vois, on a fait un webinar sur De l'XP ouf. collaborateur la semaine dernière. Super, mais comment je fais pour mettre en place mon XP collaborateur? C'est déjà des choses. Et donc, en gros, les RH se rendent compte qu'il y a plein de choses qu'ils font déjà eux-mêmes dans leur quotidien, mais qui pourraient améliorer. Et donc, cette petite amélioration, elle passe justement par tout un tas de recrutements. Et je pense qu'ils en ont
vraiment de plus en plus conscience, notamment au niveau du recrutement, qui est quand même une phase qui est encore plus en évolution encore plus rapide que les RH en général. Je pense qu'ils en ont vraiment conscience et que ton rêve va devenir réalité, à mon avis, en 2024. Bah, écoute, j'aimerais bien. Les cabinets vont devoir se réinventer. Alors ça, oui, effectivement, les cabinets, ça va être, il y a quand même de plus en plus, pas de problème, mais ils vont devoir avoir de plus en plus, pour moi, une nouvelle manière d'approcher les candidats, une nouvelle manière d'approcher les entreprises. Pourquoi? Bah, parce que leur précaré, qui était au départ le sourcing, qui était la chasse et compagnie, bah, commence un petit peu à se démocratiser. Ça commence à devenir quelque chose qui devient un lieu commun pour les recruteurs dans les entreprises. Les outils à disposition deviennent de plus en plus, pareil, se démocratisent de plus en plus. Mmh Les mh. nouveaux outils comme l'IA facilitent tout un tas de choses. Donc, c'est vrai qu'il va falloir un petit peu comprendre et se réinventer pour pouvoir proposer autre chose aux entreprises que ce qu'ils ne proposent aujourd'hui, qui est un format, on va dire, à peu près classique. Moi, perso, alors tu vas te donner ton avis, mais moi, perso, je reste persuadé que les cabinets de recrutement ont encore de très beaux jours devant eux, à condition de ne pas rester en fait dans leurs pantoufles dans lesquelles ils sont depuis pas mal Mmh d'années. mh. Et c'est ce qu'on voit. On voit beaucoup de cabinets qui commencent un peu à se casser la gueule. Pourquoi? Bah parce que soit ils ont plus de mal à trouver des candidats, soit, ce qui est une réalité du marché, hein, soit ils ont plus de mal à trouver des entreprises, mais en même temps, ils proposent quelque chose de similaire à tout le monde. Et donc, tu as des entreprises qui viennent de dire bah écoutez, c'est pas grave, hein, pour ceux qui partent, on vous enverra le replay, il n'y a absolument aucun souci. Mais écoutez, j'ai 10 cabinets qui me proposent une solution, enfin qui me proposent un recrutement au résultat. Et qu'est-ce que je fais? Lequel au milieu de tout Mmh ça, je mh. vais pouvoir choisir. Donc, ça veut dire qu'il y a vraiment une tendance au changement qui doit être forte au niveau des cabinets pour pouvoir se réinventer et proposer quelque chose de neuf en 2024. Trop bien. Je te rejoins sur ces points-là et ce que j'ai à rajouter là-dessus, c'est en effet, faut enfin, tu as une sorte de mauvaise image des cabinets, que les recruteurs internes vont avoir. Parce qu'en gros, tu sais, tu as le fameux débat, mais entre les recruteurs internes et les recruteurs externes, des gens qui travaillent du coup au sein d'une boîte et des gens qui travaillent au sein d'un cabinet et qui vont staffer pour ces gens-là. Et du coup, bah, les gens se disent: «Bah, tiens, en fait, si en interne, j'arrive à être meilleur en sourcing, à être meilleur en inbound, à être meilleur, j'ai moins besoin de câbles et donc pourquoi les utiliser?» Là où du coup, pour moi, les câbles, tu vois, ils resteront utiles sur des boîtes qui, n'ont pas des compétences en interne pour recruter. Mmh. Deux, du coup, des cas où c'est des profils très, très techniques slash pénuriques. Par exemple, tu vois, tu veux recruter des C-level, des futurs dirigeants, dirigeantes, enfin directeurs, directrices de marketing, j'en sais rien. Bah, du coup, là, tu as des gens qui auront un réseau et qui l'auront travaillé et où ils seront utiles. Ou troisième chose, c'est pour aller très vite. Mmh. Clairement, si tu n'as pas une équipe de 3 recruteurs et recruteuses et tu te dis, tiens, on lève 100 millions parce qu'on fait une série B qui marche bien, Mmh. bah, du coup, tu vas aller voir un cabinet pour t'aider à aller beaucoup plus vite. Et donc là-dessus, je pense qu'ils ont un rôle à jouer de fou. Et deuxième, tu vois, de faire autre chose, donc d'aller faire un modèle RPO par exemple, tu vois, et faire que Mmh. du succès qui marche de plus en plus. Là, ça a ralenti en 2023 parce que l'activité globale recrutement a ralenti, mais je pense que ça va quand même, ça a de beaux jours devant en soi parce que c'est hyper utile d'avoir des gens en RPO dans sa boîte. Et moi, ce qui me fait rigoler, c'est de voir que beaucoup de câbles se mettent à la formation parce que justement ça marche moins Mmh. bien et du coup ça me fait de la peine parce que je me dis que justement il faut se réinventer et il faut justement qu'ils arrivent à montrer leur valeur ajoutée et aller changer de business model parce que justement le marché n'est plus là. Pour moi, c'est pas forcément la bonne approche. Et il faudrait plutôt se dire, bah voilà, on va vraiment t'aider à être meilleur dans notre job. Et plutôt que de pousser des CV de manière aléatoire, on va être meilleur en inbound, meilleur en outbound, et on va t'aider, Mmh. toi, entreprise, même à aller plus loin et à former tes équipes et à les accompagner, quoi. Donc, il faut vraiment, en C'est- effet, qu'ils se renouvellent pour pas disparaître. Ouais, je suis complètement d'accord. Je vais juste rajouter un truc. Normalement, on aurait dû passer, mais là-dessus, je vais juste rajouter un truc. Il y a des modèles hein, qui peuvent être changements. Nico Demart, qui bosse chez GoRH, GoRH a un modèle, comme un business model qui est différent des autres, qui est hyper Mhm. intéressant. Il fonctionne en modèle canadien. Enfin, c'est vraiment hyper intéressant. Ouais, bien sûr. Euh, et l'autre problème, en fait, sur lequel les cabinets vont devoir avancer, c'est qu'aujourd'hui, ils ont l'impression qu'ils n'ont pas besoin de travailler leur marque recruteur, ce qui est C'est ça. complètement faux, les gars. C'est-à-dire qu'en gros, à un moment donné, un candidat qui répond à une annonce sur un cabinet, il va répondre aussi parce que le cabinet a une certaine ADN et va leur proposer aussi quelque chose. Donc arrêtez de penser qu'il n'y a que l'ADN comment dire, des entreprises qui fonctionnent, l'ADN des cabinets est aussi ultra important. Mhm. 100%. Tu commences? Yes, ça du coup c'est plus, alors je sais pas si c'est une tendance globale, mais en tout cas c'est ce que nous on observe avec Elis, c'est que l'année dernière c'était que beaucoup de startups scale-up qui voulaient se former. Ouais.
il y a eu la crise dans la tech, donc elles ont plus d'argent. Mais du coup, aujourd'hui, ce que je remarque, c'est que, OK, que les grands groupes se forment, c'est pas nouveau. Quand tu regardes, je sais plus les stats, mais tu sais, au niveau général, tu vois que les salariés qui sont les plus formés dans le privé, c'est les salariés de grands groupes. Parce qu'ils ont des budgets énormes et donc, du coup, ils les forment aussi pour les fidéliser. Et du coup, ceux qui sont historiquement les moins formés sont PME/ESN. Parce qu'on n'investit pas assez, du coup, dans ces boîtes-là, souvent dans les gens. En tout cas, on n'a pas le budget pour le faire. On fait des formations un peu maison à l'arrache. Pour avoir été dans des ESN et des PME, souvent, c'est ce qui se passe, tu vois. Genre, c'est, bah, vas-y, on va demander à machin de faire une formation sur l'IT parce qu'il est dev. Alors, certes, mais c'est un métier de former, donc ça peut marcher, mais c'est un peu des petits pansements. Et du coup, moi, je pense qu'aujourd'hui, les PME ESN vont se dire, en fait, je suis en retard, faut que je me rattrape et je vais y aller. Et donc, aujourd'hui, on a plein de clients, et on est très contents, qui sont justement ce genre de clients-là et qui, en plus, ont beaucoup plus à apprendre parce que souvent, ils partent un peu plus loin parce qu'ils n'ont pas la fame, la hype, un peu les tendances c'est pas des startups, donc ils font pas rêver les candidats. Mais par contre, s'ils se réinventent et qu'ils arrivent justement à être meilleurs en marque employeur, à être plus efficaces en entretien, à faire une belle expérience candidat, en fait, ils pourront justement attirer des personnes. Et donc, je pense que les tendances de demain n'arriveront peut-être plus des startups, mais viendront plutôt des PME ESN qui seront rattrapés et des grands groupes qui vont se dire, vas-y, nous aussi, en fait, faut qu'on y arrive à faire plus, à faire autrement, parce qu'on n'arrive pas alors qu'on a plein de budget, c'est pas normal. Complètement. Je te laisse la main dessus, c'était très bien, j'ai rien à rajouter. On va passer à la prochaine parce qu'en plus, on a avancé. Et la prochaine, c'est pour moi, c'est que tous les métiers vont être bouleversés par l'IA. Le recrutement devra team up avec les RH pour anticiper les changements vers une deuxième grande démission. Et bah ouais, ça, c'est vraiment les grosses tendances aujourd'hui, en fait. Pour moi, c'est une des plus grosses tendances. Et en plus, c'est Hawk qui joue sur le sujet, donc forcément, hein, Mm-mm. ça nous touche. Tu n'es pas 80, objectif. je suis complètement d'accord. Je ne suis pas objectif sur le sujet, mais je pense avoir. Enfin, non, je ne suis pas objectif, mais c'est pas grave. Du coup, 85% des emplois de 2030 n'existent pas. On est d'accord, mais c'est ce qu'on vous disait au départ. C'est-à-dire qu'en gros, ce sont des emplois qui vont changer. Ce ne sont pas des emplois qui vont disparaître, ce sont des emplois qui vont évoluer. L'IA est là pour ça. Et c'est juste génial pour plein de métiers que l'IA arrive. Sur tout ce qui est métier pénible, la robotique a commencé en fait à changer, à faire évoluer les choses. Et on peut penser aussi qu'il y a tout un tas de tâches pénibles dans le côté un petit peu plus serviciel, que ce soit pour les RH, les fonctions support et autres, qui va être changé aussi, qui va évoluer grâce à l'IA. On trouve ça absolument génial. Mais surtout, ce qu'il y a pour moi d'extraordinaire, c'est que cette intelligence artificielle va réussir à accompagner le changement et à accompagner les évolutions des entreprises. C'est-à-dire qu'en gros, l'idée, c'est de dire, OK, notre job va changer à cause de l'IA, mais notre job aussi va évoluer grâce à l'IA. Donc, c'est-à-dire que l'IA est source en fait d'une évolution qui va permettre, comme on le disait au départ, d'exhauster tout ça et surtout de pouvoir prévenir pour les RH, de pouvoir prévenir tout un tas de choses qui peuvent se passer dans l'entreprise. C'est ce que nous, on fait et qu'on propose avec Hawk, tu vois, c'est le fait de dire, écoute, quelle est aujourd'hui ton entreprise idéale et comment tu fais pour y arriver. Donc, c'est quand même juste génial. C'est-à-dire que l'IA te permet de dire, OK, quelle est ton entreprise idéale, tu nous l'as décrit, et nous, on va t'expliquer comment y arriver. Donc, c'est-à-dire qu'on va t'expliquer les chemins à parcourir. Mais après, c'est au RH de faire en sorte d'accompagner ses collaborateurs, tu vois, sur ce chemin-là, tout au long du développement de l'entreprise. Donc, je trouve que c'est un job qui est juste extraordinaire parce qu'on remet l'humain au centre et ça permet réellement au RH de faire ce pourquoi ils sont là, c'est-à-dire l'accompagnement et le développement des ressources humaines. Et ça, je trouve que c'est fantastique. Et ça facilite aussi le travail du recrutement. Pourquoi ? Parce que tu vas te focus sur des personnes qui vont t'apporter une complémentarité pour le développement de ton entreprise. Et tu vas plus recruter uniquement par une fiche de poste parce qu'on t'a dit, tiens, il me manque tel profil. Non, il te manque pas tel profil. C'est quel profil va faire en sorte que ton entreprise va se développer. Quelle est la pièce manquante? Quelle est la pièce de Lego qui va manquer pour construire ton château, tu vois, c'est ça. Et ça va être la pièce parfaite que tu vas aller chercher, qui n'est pas forcément un mouton à 5 pattes, mais qui est la pièce parfaite pour pouvoir compléter ta team. Et ça, c'est ce que l'IA va proposer, c'est ce que l'IA propose déjà aujourd'hui, et ça va s'amplifier encore demain en 2024, 2025 et compagnie. Et je trouve ça absolument extraordinaire. Moi, je trouve ça fascinant. Hein. Alors, je ne suis pas objectif, certes, mais je trouve ça quand même fascinant. Non, mais je te rejoins et tu as tout dit là-dessus. Une chose à rajouter, c'est moi, une sorte de crainte. C'est là, vu qu'on est sur les tendances. Tu sais, il y a 100 ans, le jour où je voyais un documentaire là-dessus, tu as Keynes, économiste, qui a traumatisé les lycéens en ES, qui du coup disait il y a 100 ans qu'en 2030, donc littéralement dans 7 ans, on travaillerait que 15 heures par semaine. Clairement, on en est bien loin. Aujourd'hui, tu vois que notamment dans les boîtes, tu vois, genre dans le côté tech, dans le conseil, dans pas mal de métiers, du coup, les gens travaillent beaucoup plus que ce qu'ils devraient.
t'as des modèles exemples opposés, comme genre semaine de 4 jours, tu vois, chez LDLC, par exemple, ou Welcome to the Jungle. Mais du coup, tu as ce côté où on travaille trop et j'ai peur que du coup, l'IA, en fait, il y a une sorte de course à l'IA et que tu vas justement tellement passer de temps à le comprendre ça que du coup, tu perds au final plus de temps et que ça t'en fasse pas gagner. Donc, j'aimerais bien, en effet, que cette année, il y ait une sorte d'un peu, on se repose, tu vois, on se calme sur ça et on se dit, bah voilà, prends juste un ou deux outils d'IA qui peuvent t'aider, mais va pas te tuer à la tâche en trouvant le meilleur, en comparant. Tu as des gens, je ne citerai pas, mais dans mon réseau, des sourceurs et des sourceuses qui passent leur temps à tester les nouveaux trucs et genre le soir et le week-end, ils sont là pour trouver les meilleurs outils. C'est bien, mais ça fatigue à la longue, en fait. Complètement d'accord, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. La curiosité est très bien, mais qu'on ne se sente pas forcément dépassé, qu'on y aille petit à petit à notre rythme, c'est ça qui est important. C'est ça, Et exactement. du coup, comment on se prépare à toutes ces tendances, Léo, pour Bon, terminer bah, notre on super webinaire? abandonne, On hein, a presque tenu on le change temps, de hein, tu vois, job. ça fait 40 minutes qu'on y est, hein, donc on a encore 5 minutes pour dire comment s'y préparer. En attendant, vous pouvez vous poser vos questions en commentaire. Ouais, Et en on a vrai, il y vu que Morgane a a fait un commentaire. Vous avez déjà pensé à créer un collectif entre entreprises complémentaires? très bonne idée, Morgane. Ouais, Bah, ça pourrait être chouette. Si tu envoies un petit message et puis on peut s'en parler. Limite, on fera, j'en ouais. sais rien, un podcast, comme tu veux. Comment on se prépare? Du coup, bah, il y a 5 choses, pour moi qui je dirais sont utiles, que tu as, dans la petite, slide juste après, qu'on peut faire. Alors c'est Ouais, complémentaire, pardon, c'est je t'inquiète, slide, t'inquiète. je slide, bien évidemment. C'est l'un Hop, ou on y est, l'autre, on y est, on y est. c'est un mix, idéalement, tout, mais en fait, dans l'absolu, genre, je sais très bien, pour avoir pas beaucoup galéré à faire du recrutement, que ça prend du temps. Donc on peut pas tout faire, tout ce qu'on dit là, mais en fait, c'est plein d'idées par rapport à son style. Typiquement, la veille, alors aujourd'hui, il y a plein de ressources. Je pense clairement, il y a plus de ressources, presque de temps qu'on a à les consommer en termes, tu vois, genre de podcasts. Donc toi, tu as celui de Robin Choi, par exemple, qui est très bien, Une équipe qui gagne. Tu vas avoir la newsletter de Yago, par exemple, qui donne des sources sympathiques, qui s'appelle la revue humaine, je crois, de mémoire. Tu as Sourceur non peut-être sur le sourcing de Nicolas Darcy, etc. etc. Enfin, il y en a plein, mais je pourrais envoyer je t'envoyer, je sais pas tout ça et envoyer aux participants en replay, mais il y a plein Il y a, de choses qui existent pour faire sa veille. Marie Delattre hier qui a fait un super post avec tout Exactement. un tas de podcasts RH hyper intéressants. Je crois qu'elle en a mis une Il est très très cinquantaine. bien. Elle est en mode, Exactement. elle est en mode calendrier de l'avant en ce moment. Elle pose Il est très chouette. tous les jours comment dire, des Et super posts. aussi, enfin, la liste de Hawk avec 250 personnes à suivre. Alors, il y a pas Mm. que du recrutement, je crois que tu as aussi, RH au Il y a tout global. du RH, ouais, il y Plein a de tout du gens RH. à aller chercher, regardez leur profil, si ça vous intéresse, suivez. Mm. Et typiquement, enfin, c'est bien de faire sa veille. Il y a des personnes, parce qu'en gros, si on a confiance dans une personne, on sait que ce qu'elle ou il partage sera de qualité. Deuxième chose, du coup, des livres. Alors, des livres recrutement, il y en a plein. Pareil, là, un récemment, moi, que j'ai bien aimé, s'appelle Evidence-Based Hiring. Donc, c'est en anglais, mais c'est très chouette. C'est écrit par, je vais mettre le lien peut-être en commentaire ou je sais pas, on l'enverra plus On le tard, mettra après, on le mettra dans Based tout ce qu'on va Hiring, envoyer. qui est vraiment chouette, qui marche très bien. Un que j'ai bien aimé aussi, c'est donc Yann Tegze, qui a fait la Bible du recrutement, le full stack recruteur. Il a fait un livre il y a pas longtemps sur Diversity Sourcing Strategy. Donc c'est vraiment comment tu cherches, comment tu chasses avec en tête les thématiques de D&I. Et il y a toujours mon préféré d'entre tous, qui est The Robot Proof Recruiter de Katrina Collier, qui est vraiment un livre assez extraordinaire et qui couvre plein de sujets. Donc il y a de quoi faire en livre. N'hésitez pas à m'envoyer des messages, je vais rater le livre dont je vous parlais et je vous enverrai les références. Numéro 3, bah, c'est ce qu'on fait là. Des événements, ça peut être un événement en ligne, ça peut être des événements physiques. En vrai, c'est pas ça Les qui manque. événements physiques vont revenir en 2024. C'est Mais sûr et oui, certain, les ça va événements physiques revenir vont revenir en partout. 2024. Nous, on prépare un petit truc aussi, hein. Mais c'est On trop bien, bah, préviendra. trop bien. Bah, du coup, en Il y a avant-première, plein tu de vas trucs, il y a teaser. plein de trucs qu'on entend, mais ouais, il y a plein d'événements physiques qui se préparent Et c'est et c'est cool. l'objectif. L'objectif, c'est aussi de se retrouver parce que les événements qui soient live, c'est hyper intéressant parce que ça permet aussi d'avoir une certaine dynamique, de pouvoir aussi incorporer certaines tendances qui peuvent être cool. Et les Mhm. événements live, moi, ce que j'adore, c'est que ça permet aussi d'aller sur ton point 4 que tu avais évoqué, qui est pour moi Yes, primordial. C'est peut-être le plus important d'entre tous, je suis c'est de d'accord. parler entre nous, quoi. Il faut parler entre nous. Pour ça, il y a des commus comme Growth Hiring, comme La Kitchen, comme Vent Nouveau, comme tout un tas de trucs sur Slack ou d'autres. Mais il faut vraiment pas hésiter à parler les uns avec les autres parce que c'est ce qui démystifie certaines problématiques et c'est ce qui donne plein d'idées. Toutes les idées qu'on a généralement, elles viennent pas comme ça en ayant une illumination, elles viennent parce qu'on a parlé avec des gens et qu'on s'est dit ah putain mais oui c'est vrai que j'avais pas pensé à ça. Ah mais oui tiens je pourrais faire ça. Ah mais oui si et ça. Pour moi c'est peut-être le point phare. Ouais, j'irais juste pour enfin, donner une nuance sur ce que tu dis parce que les groupes Slack, c'est bien, mais c'est aussi épuisant. Ouais. Et du coup, le mieux, c'est de faire plutôt du one-to-one, donc d'aller voir des personnes qu'on connaît, qu'on aime bien, ou d'ailleurs qu'on connaît pas. Et en fait, faire des points réguliers. C'était un mec qui s'appelle Nathan Larose, qui est recruteur tech chez Ornicar, qui avait fait ça avec Kerry Smith, qui travaillait du coup chez Partout. Et en fait, les deux, ce qu'ils faisaient, c'est que toutes les semaines, ils avaient du coup, je crois que c'était 45 minutes, 1 heure, et du coup, ils parlaient de leurs problématiques. Et en fait, c'est beaucoup plus fort d'avoir un lien individuel avec des gens qu'on aime bien
que d'aller sur des communautés où tu as genre 2000, 3000, 5000 personnes. On s'y perd un petit peu. C'est utile les communautés, mais si on n'a pas le temps et si justement on aimerait bien avoir un vrai lien personnel avec des vrais gens à qui on parle, je trouve ça beaucoup plus fort et beaucoup plus puissant d'aller faire des 1-1, des entretiens individuels, plus que d'aller sur des communes où on se perd avec les milliers de personnes qui existent. Je suis en partie d'accord. On pourrait Il faut prolonger les le deux, débat. il faut les deux. Voilà, il faut les deux parce que les Mais à communes choisir, t'apportent, c'est plus puissant du one-to-one, tu vois. les communes t'amènent à one-to-one aussi, tu vois, il y a ainsi de suite. Je pense qu'il faut les deux. 100%. Ça peut être intéressant. Et la dernière, bah, écoute, ça c'est ton domaine aussi, hein, se former de manière activable et pragmatique, c'est ça, hein, clairement. La formation, elle est primordiale. Par contre, il faut, alors je te laisserai la main derrière, mais je reprends tes termes, hein, il faut faire attention à ne pas aller partout non plus. Il faut être curieux, mais ne pas aller partout. Il faut aller là où vous pensez que c'est important et que c'est intéressant. Il ne faut pas oublier que de toute façon, le chemin de la formation, il sera infini. On pourra se former tout le temps, tout le temps, tout le temps sur plein de sujets différents. Donc, si on se dit qu'on a un petit peu ce FOMO à se dire tiens, il faut que je sois formé là-dessus, 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 mais généralement, on ne peut pas aller en profondeur sur les sujets. Donc, on choisit ces combats, ceux qui nous parlent le plus dans un premier temps ou ceux qui sont les plus importants pour notre boîte ou pour nous en tant qu'indépendants. Hein. Il faut choisir ces combats. Par contre, il faut y aller. Et il faut se dire, OK, je me forme régulièrement et j'y vais. Et j'approfondis. Je me forme, j'approfondis, je me forme, j'approfondis. Comme ça devient un skills réel et on avance et on se construit clairement. Clairement et en vrai, c'est, quand tu dis enfin, quand je dis se former, c'est pas, forcément, venir avec nous et payer pour se former. Enfin, on peut se former aussi aujourd'hui en ligne. Il y a plein de choses qui existent. On peut se trouver plein de ressources. Après, c'est juste que c'est beaucoup plus compliqué et que ça prend beaucoup plus de temps à aller faire ça et que c'est un vrai métier et quand tu as des gens, du coup, qui t'aident et qui utilisent de la pédagogie pour justement aller te former, c'est quand même plus sympathique. Mais en fait, aujourd'hui, c'est comme tu dis, il faut pas avoir cette quête de la formation absolue. Tu vois, moi, j'avais ça dans mon premier job de recruteur. Je voulais à tout prix tout savoir. Mais tu là, en fait, tu pas le temps, de 1 et de 2, comme tu dis, il y a toujours des nouvelles choses en fait qui sortent. Si tu veux être le meilleur aujourd'hui ou la meilleure en sourcing, bah, bon courage, parce qu'en permanence, il y a des nouveaux outils, des nouvelles manières, des choses qui marchent plus. Tu vois, genre, il y a quelques semaines, quelques mois, tu as Google qui a arrêté avec le truc des pages. Donc, du coup, maintenant, c'est des pages illimitées. Donc, du coup, les scrapping, les outils marchent plus comme il faut. Il faut en retrouver d'autres ou les adapter. Enfin, bref, tout change tout le temps. Mais en revanche, il y a des bases qui changent jamais. Et donc, c'est là, tu vas en parler des anti-tendances au début. Bah, être formé au biais cognitif, être formé à comment tu évalues tes candidats, être formé à comment tu crées une bonne marque employée. Il y a plein de choses qui sont un peu des choses qui se passent à travers le temps. Et dans 5 ans, tu vois, je pense que nous, une grosse partie de ce qu'on forme chez Blendy, ça sera encore présent et on formera ça. Alors, pas de la même manière, mais le message sera le même. Et donc, il faut faire attention, en effet, à trop de formation. Il faut quand même d'abord verrouiller les bases. Complètement. Merci beaucoup, Léo, pour ce webinaire. C'était trop cool. Merci pour ton petit message, Jean-Marc. C'était très sympa. Si vous avez des questions, allez-y. On reste encore 2-3 minutes. Et sinon, vous n'hésitez absolument pas. Vous venez nous contacter en message ou en commentaire ou quoi. N'hésitez absolument pas. On est à votre dispo. C'était un plaisir. On n'a pas réussi à tenir la demi-heure. C'était un peu prévisible. Mais c'était un plaisir, encore une fois, d'échanger avec toi sur ces non-tendances et sur ces tendances. Donc, c'était vraiment très, très cool. Trop chouette, mais c'était cool merci de l'invitation et en vrai de travail de prépa, alors c'est pas une salle, on peut pas applaudir, mais genre il faudrait vraiment, applaudir du coup, Elisa et Fanny, qui ont fait un boulot fou et toi aussi du coup Nico. Donc tous les 3, genre en vrai bravo l'équipe Hawk, sur des webinars. Moi je me suis senti très, très bien traité en tant qu'invité et j'ai adoré ça. Donc bravo à cette belle équipe. Ouais, moi, franchement, je félicite encore une fois Fanny et Elisa parce que clairement, de toute façon, moi, je me laisse porter. Hein. Toute l'année, je me laisse porter, hein, tout le temps. Hein. Tu vois, sur cette histoire de liste, on a sorti la liste. Alors, c'est vrai que c'est une idée que j'avais sortie, mais cette liste, au final, il y a plein de gens qui me remercient, mais c'est les filles qui ont tout fait. Moi, j'ai strictement rien fait. Je suis arrivé, je l'ai juste présenté après derrière. Je me laisse complètement porter par elles deux. Elles font Parce un que c'est l'homme boulot sandwich, ça. Mais c'est exactement ça. Je suis l'homme sandwich. Mais je l'ai décidé, tu vois. C'est Anaïs Légarché qui avait fait un post hier sur le sujet en mode arrêtez les hommes sandwich, il faut arrêter ces bêtises-là, sauf quand on en a envie. Ça va, je le vis plutôt bien, donc c'est plutôt cool. Bien sûr. Merci à toutes et tous qui nous remerciaient. C'est cool. Hein. Enfin, moi, en tous les cas, j'ai passé un super moment. Je pense que toi aussi, Léo. Donc, c'était très Ça sympa. dépend, hein, franchement, bof. Hein. Non, c'est très cool. On va vous laisser aller déjeuner. On vous envoie le replay dans les jours qui viennent et on vous envoie aussi toutes les petites notes que Léo nous a données pour que vous puissiez avoir tous les liens. Merci à toutes et tous. Passez une belle fin d'année. Reposez-vous en cette fin d'année. Je crois qu'on en aura tous besoin. Reposez-vous bien. On en parlait juste avant. Reposez-vous bien. Et puis à 2024 pour ma part pour un webinaire. Je crois que toi aussi, c'est pareil. Et en tous les cas, bonne journée à tout le monde. Yes, à la prochaine. Merci. Ciao à tous.